Au sommaire cette semaine, pourquoi n'avons-nous toujours pas de robots humanoïdes dans la rue? Un vélo à assistance électrique pour rouler sur les pistes de ski? Et pour finir, l'avis de notre expert Asimov à propos de la nouvelle série Fondation. Voici En route vers le futur numéro 38. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. J'espère que vous m'en voudrez pas, je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui. Ça se sent un petit peu, je pense. Si vous avez un peu plus de la quarantaine, vous avez probablement cru, pendant votre enfance, que vous verriez des voitures volantes en l'an 2000. Si vous êtes un tout petit peu plus jeune, on vous a peut-être promis que les robots humanoïdes s'occuperaient entièrement de votre foyer pendant que vous iriez faire du sport ou une visite ou n'importe quoi avec vos amis. Pourtant, ces deux affirmations n'étaient pas complètement fausses. Elles étaient juste mal estimées par rapport à la courbe de la hype. C'est quoi la courbe de la hype? La courbe de la hype, c'est une courbe qui représente les attentes du public, son excitation, son engouement face à la réalité d'une technologie émergente. Cette courbe se décompose en 5 phases principales. Prenons notre exemple des robots. En 2007, lorsque j'ai lancé mon premier blog, Robot Impact, qui est devenu ensuite le magazine Planète Robot, la robotique humanoïde semblait s'emballer avec des prototypes de robots impressionnants. En tout premier lieu, le fantastique robot Ashimo de Honda, qui ressemblait à un petit astronaute, avançait avec des gestes gracieux, répondait de la main à la foule, montait les escaliers et pouvait même servir un verre. Le partenaire de Toyota était son grand concurrent à l'époque. Celui-ci apparaissait sur scène en jouant du violon ou de la trompette. Ces technologies étaient déclinées en différents robots spécialisés, dont un robot marcheur pour transporter un passager. En France, le petit robot Nao d'Aldebaran Robotics promettait un avenir radieux aux fans d'humanoïdes avec un robot pas trop cher à destination d'un large public. À l'époque, j'étais dans l'informatique et j'ai senti le vent venir sur la robotique, et particulièrement la robotique humanoïde. C'est là que j'ai commencé mon blog avec comme tout premier sujet, forcément, le petit Nao, que j'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer alors qu'il n'en existait encore que quelques prototypes. Bref, je vais tracer ici un graphique. Prenons en abscisse une échelle de temps quelconque. En ordonnée, nous quantifions l'engouement du public, ou du moins l'excitation du marché visé pour une technologie. Entre 2007 et 2013, nous sommes dans la première phase de la courbe, appelée lancement de la technologie. C'est le moment où d'une idée naissent les premiers démonstrateurs, les premiers prototypes dans des laboratoires ou des startups. Les chercheurs et les boîtes qui les développent commencent à énumérer les applications potentielles, mais celles-ci sonnent souvent un peu comme de la science-fiction pour le grand public. Aujourd'hui, ces nouveautés technologiques apparaissent dans les liens partagés sur les réseaux sociaux. Les gens réagissent souvent négativement, comme quoi c'est encore un truc qui sortira jamais et que de toute façon on n'a pas besoin ou que c'est impossible, en se fiant uniquement au titre ou à l'illustration, sans prendre la peine d'aller lire l'article. Mais la communication des boîtes mêlée aux médias qui jouent sur le sensationnel montre peu à peu une attente dans le grand public. À force d'en entendre parler, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est l'arrivée alors de la seconde phase intitulée « Pic des attentes exagérées ». Les startups qui sont sur ce créneau présentent des prototypes de plus en plus impressionnants en omettant de dire que ceux-ci coûteraient un bras s'ils sortaient dans l'état. Aujourd'hui, des vidéos circuleraient sur les réseaux sociaux où l'on voit quelque chose qui fonctionne à merveille, alors qu'il y a peut-être eu 500 prises avant qu'on y arrive. Les médias s'emparent du phénomène et encensent cette nouvelle technologie prometteuse. Ils invitent les entreprises sur les plateaux qui s'expriment sur toutes les applications possibles, dans un monde idyllique. L'ensemble des entreprises des secteurs proches vont forcément réfléchir à développer leurs propres solutions afin de ne pas avoir l'impression d'avoir manqué quelque chose. C'est une période propice aux investissements dans le secteur. Les robots humanoïdes ont connu une période semblable entre 2013 et 2015. En tant que journaliste spécialiste, j'ai bien ressenti cet engouement. J'étais invité régulièrement sur tous les plateaux de télévision et de radio pour en parler. Le cinéma et les séries semblaient nous préparer à l'arrivée imminente des robots humanoïdes,
comme dans Chappie ou Realumans. Blancali dansait sur scène avec des robots. De nombreux constructeurs de par le monde ont multiplié leurs projets de robots humanoïdes. Aldébaran promettait de sortir un grand robot humanoïde, Pepper, à un prix relativement accessible. Et pour un tarif un petit peu plus élevé, nous pouvions même avoir son grand frère, le Roméo. Celui-ci était présenté comme un sérieux concurrent de l'Ashimo. Vous savez, le petit cosmonaute du début. Mais pour un tarif accessible, enfin, du moins pour les entreprises. Google venait de racheter Boston Dynamics et son robot Atlas. C'était forcément pour en faire quelque chose. CyberDroid sortait des prototypes de robots de plus en plus intéressants et annonçait des tarifs au ras des pâquerettes. Même les robots industriels ont entamé un virage vers l'humanoïde avec des robots collaboratifs comme le Baxter ou le Hero. Chacun prétendait révolutionner le marché et surtout notre quotidien. Attention, ces entreprises ne mentaient pas. Les applications de la robotique humanoïde restent absolument immenses. Mais nous avions juste oublié quelques petites étapes, notamment la 3e phase du cycle de la hype, celle où tout bascule dans le gouffre des désillusions. C'est ce moment où tout le monde est en attente de cette technologie dont ils ont tellement entendu parler, avec de si grandes promesses, et finalement les premiers produits sortent au grand jour et en général, c'est la douche froide. On nous en a tellement promis, très sincèrement, mais le résultat de la première génération est en général très bancal. Certaines entreprises veulent bénéficier de l'engouement et veulent sortir leurs produits avec hâte, même s'il n'est pas complètement terminé, même s'il ne répond pas encore à toutes les attentes qui ont été promises, même si son utilisation est encore très complexe. Les produits technologiques de première génération sont souvent bien perfectibles et manquent encore d'expérience. De nombreux problèmes récurrents sont observés, qui n'avaient pas été forcément testés sur tous les prototypes et avec un grand nombre d'utilisateurs. Ces produits sont avant tout destinés à des publics de passionnés qui n'hésiteront pas à passer des heures, des jours pour pouvoir en sortir quelque chose, mais pas pour un public plus large, qui veut juste en tirer des applications concrètes. Résultat, les premiers retours sont négatifs. Les promesses ne sont pas tenues, c'est la désillusion. Les médias et aujourd'hui en plus les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. L'engouement disparaît presque totalement. Les entreprises qui ont voulu tester le marché n'arrivent plus à vendre, après les premiers retours déçus. Les retours sur les investissements sont décevants, coupant ainsi tout espoir de nouvelles levées de fonds. Beaucoup de ces entreprises qui y ont cru finissent par fermer durant cette période. Autrefois phénomène, la technologie est désormais has-been. Elle est reléguée comme une simple arlésienne. Les entreprises et laboratoires qui continuent à y croire se font plus discrètes, histoire de ne pas donner l'impression de courir après des chimères. Cette période cruelle pour une technologie peut durer des années et même des décennies. Et les robots humanoïdes, ils ont connu ça? Oui, après 2015, c'est l'époque où SoftBank Robotics maintenant, donc SoftBank, sort le Pepper à un tarif bien plus élevé qu'annoncé. Il ne se déplace pratiquement pas. J'en ai vu beaucoup des Pepper, mais j'en ai jamais vu bouger un seul, à part en vidéo. Mais surtout, les applications concrètes manquent. Chez tous les constructeurs, nous voyons des expérimentations, mais rarement des mises en production sur du long terme. Ou alors si, au Japon. Toujours chez SoftBank, le Nao reste définitivement hors de portée de son public potentiel, avec un tarif bien trop élevé si on n'a pas la remise développeur. Le robot collaboratif Baxter ne reçoit pas sa certification CE et ne peut donc pas être mis en production en Europe. Le robot libre et open source InMove est magnifique et ne coûte guère plus de 1500 €, mais sa conception et son utilisation est vraiment complexe et à réserver à des passionnés maîtrisant l'ensemble des disciplines de la robotique. Les médias finissent par s'en désintéresser, les robots humanoïdes ne sont plus vraiment à la mode. Les investisseurs n'y croient plus, juste au moment où d'autres entreprises avaient besoin d'un petit coup de boost pour pouvoir lancer leur propre production. C'est le cas notamment chez CyberDroid. Les robots Alice et Linby nous ont ainsi quittés prématurément, faute du dernier financement avant la commercialisation. Seules quelques entreprises comme Boston Dynamics ou Agility Robotics continuent de garder un engouement autour de leur développement, tout en faisant bien comprendre que ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais y a-t-il un espoir? Oui, nous arrivons dans la 4e phase, celle dite du rebond ou de la pente des lumières. Souvent dans l'ombre, parfois au grand jour, des entreprises et des labos ont continué à travailler sur leur technologie. D'autres sont arrivés bien plus tard, des années plus tard, mais avec des idées différentes, voire de rupture, pour améliorer cette technologie afin de réfléchir à sa seconde génération. Nous sommes désormais dans un développement plus progressif. Si l'on communique dessus, on est moins dans le sensationnalisme et bien plus dans le concret. Ce n'est plus un produit qu'on met en avant, mais ça ou ces applications parfois
très éloigné des applications imaginées dans les phases précédentes. La technologie prend de la maturité. C'est ici que de vrais produits potentiellement utilisables commencent à sortir commercialement. Ils sont mis en production sur quelques sites progressivement. Nous commençons à entendre parler de cas autour de nous où son utilisation a été bénéfique, où son achat a été amorti à plus ou moins long terme, où l'achat fut couronné de satisfaction du client. Nous ne sommes pas encore dans un marché rentable, mais il peut relancer les investissements et un début d'engouement médiatique plus modéré, mais plus conscient des limites de cette nouvelle technologie. Et nos humanoïdes? Eh bien, j'ai du mal à les faire entrer encore dans cette phase 4. Selon moi, ils sont encore dans la phase précédente et tentent d'entrer dans la phase 4, mais très timidement. Il y a bien quelques sociétés qui développent des robots humanoïdes et qui ne se cachent pas, on en a parlé un instant. Boston Dynamics possède Atlas, le robot humanoïde le plus évolué à ce jour. Mais l'entreprise n'a pas encore exposé clairement les applications visées par les futurs premiers robots Atlas mis en production. Alors que le robot à 4 pattes Spot est entré par la porte de l'inspection et de la sécurisation des locaux industriels. C'était bien défini. De son côté, Agility Robotics a déjà présenté une application de livraison de colis avec l'aide de camionnettes autonomes Ford, mais à part quelques démonstrations, cela va pas beaucoup plus loin. Et de toute façon, la législation n'est même pas encore prête, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Il y a bien le chinois UBTech qui vient de présenter son tout nouveau humanoïde Walker X, mais il n'y a pas encore d'application concrète mise en place. Cela veut prendre combien de temps pour entrer en phase 4? J'aurais tendance à penser que c'est l'histoire de quelques années, peut-être 5 ans. Mais j'ai bien peur que cela puisse durer encore peut-être un peu plus de temps. Enfin, nous arrivons dans l'ultime phase de cette courbe de la hype, le plateau de productivité. Nous arrivons ici à une mise sur le marché d'une 3e génération, puis d'une 4e génération de la technologie originale. Celle-ci bénéficie d'une expérience conséquente des 2 premières générations. Au-delà des applications concrètes, les fabricants commencent à vouloir simplifier son utilisation. Nous nous retrouvons avec des produits qui sont exploitables par un public large, voire très large. Plus besoin de passer des heures de paramétrage pour pouvoir commencer à s'en servir. La technologie est devenue mature et maîtrisée. Au fur et à mesure des générations suivantes, elle finira par se généraliser, du moins dans le marché qui lui est attribué, sauf si cela reste une technologie de niche. D'où vient le cycle de la hype? Eh bien, le cycle de la hype, c'est en réalité une théorie outil, émise et déposée par une société de conseil pour entreprises américaine, Gartner. C'est également Gartner qui a mis au point les quadrants magiques afin d'analyser un secteur technologique. D'ailleurs, nous y reviendrons sous forme de fiches, ici, lorsque j'aurai fait la vidéo qui le traitera. Tous les ans, Gartner publie plusieurs courbes de la hype dans différents secteurs, comme les technologies émergentes, le numérique, les semi-conducteurs, les objets connectés ou l'intelligence artificielle. La société de conseil place les technologies les plus en vue sur cette courbe et estime le nombre d'années à passer avant que cette technologie n'atteigne le plateau de productivité. Gartner ajoute également la notion qu'une technologie peut être rendue obsolète au cours de son voyage sur la courbe, et ceci avant d'atteindre le plateau de productivité. Et c'est scientifique? Non, c'est tout sauf quantifiable et mesurable. L'auteur de la courbe fait une estimation en se servant de sa propre expérience d'analyse. Si on demande à plusieurs cabinets d'experts de placer ces technologies dessus, il les placera pas forcément au même endroit. Et puis de toute façon, rien que le nom, il y a un problème. On parle de cycle, c'est-à-dire un phénomène qui boucle. Or le cycle de la hype, finalement, n'est censé arriver qu'une fois par technologie. Bon, certes, si l'on reprend la robotique humanoïde comme exemple, on pourrait presque parler de cycle, car elle a déjà recommencé plusieurs fois les mêmes étapes. Les robots humanoïdes ont déjà connu une première phase d'attente exagérée dans les années 80, où de nombreuses entreprises y voyaient l'avenir des technologies de l'informatique et de l'IA avant de retomber comme un soufflet pendant plus de 20 ans. À titre d'exemple sur cette courbe, nous pourrions placer quelques technologies en plus de nos robots humanoïdes. L'informatique quantique, je la placerai ici, au tout début de courbe. Peu de gens savent encore de quoi ça parle, et seuls quelques prototypes commencent à faire parler d'eux. L'Hyperloop, le train sous vide censé nous transporter à 1100 km/h, je le passerai en phase 1. Encore largement dénigré, il est tout juste comparé à Feu, l'aérotrain. Et la voiture volante, comme le robot humanoïde, a connu plusieurs phases de hype. Elle est clairement dans les méandres de la désillusion. Mais aujourd'hui, avec le vol autonome et les moteurs zéro émission, des applications concrètes commencent doucement à se dessiner. La réalité virtuelle,
Elle est plutôt en début de plateau depuis l'arrivée de l'Oculus Quest et sa simplicité d'utilisation. Il semblerait que les entreprises aient bien compris comment lire cet outil. Je pense notamment à Apple qui a un véritable don pour savoir à quel moment exact lancer ses produits. Apple n'innove jamais. L'entreprise à la pomme ne perd jamais de temps et d'énergie dans les phases 1 à 4. Apple attend juste le moment où une technologie arrive à la fin de la phase 4 pour sortir à temps un produit fonctionnel et simple à utiliser en phase 5, sans jamais essuyer les plâtres des autres phases. Le premier micro-ordinateur, c'est pas Apple, c'est Micral. Le premier smartphone, c'est pas Apple, mais le Simon d'IBM en 1994. La première tablette, c'est toujours pas Apple, mais Polytel en 1984, etc., etc., etc. Sortir le bon produit au bon moment, c'est la force d'Apple. Mais ça n'a jamais été l'innovation, quoi qu'on en dise. Estimer l'arrivée de la maturité d'une technologie est un exercice complexe. Nous avons toujours tendance à être un peu trop optimistes sur la vitesse de mise au point d'une technologie sur une courte période. A contrario, sur une longue période, nous sommes bien souvent trop pessimistes. Et vous, faites l'exercice. Comment placeriez-vous le tourisme spatial ou l'arrivée des vaccins contre le sida sur cette courbe de la hype? Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être aimez-vous passer du temps dans les montagnes enneigées pendant l'hiver, mais le ski, c'est pas forcément votre truc. Et les raquettes, au bout d'un certain moment, c'est rébarbatif. Arosno, une start-up située en Haute-Savoie, a mis au point un vélo dédié à la neige, l'e-Trace. Il existait déjà des fatbikes pour ça, non? Cela ressemble pas beaucoup à un vélo. Mais vous avez parfaitement raison, les filles. Les fatbikes sont des vélos classiques, mais adaptés pour la neige. Par contre, ils sont destinés à un public averti, car le risque de chute est plutôt élevé. Ici, l'e-Trace redessine complètement le principe. Pas de roues, ce sont des mini-skis directionnels qui sont placés à l'avant. À l'arrière, c'est une chenille crantée reliée au pédalier qui entraîne le mouvement. Cela ressemble un peu à un motoneige finalement. C'est exactement le même principe, mais avec des pédales. Et le fait d'être assis plus bas avec des skis à l'avant sécurise grandement le véhicule. Les chutes seront bien moins fréquentes qu'avec un fat bike et moins dangereuses. La conception du véhicule avec ses deux mini-skis à l'avant permet de se laisser aller en roue libre lors des descentes. Et pour freiner, c'est un frein à disque semblable à ceux des motoneiges. De plus, l'e-Trace bénéficie d'une assistance électrique à plusieurs niveaux. Cela vous permettra de vous faciliter la vie si vous remontez une pente pouvant aller à 60% et vous êtes déjà bien fatigué. L'e-Trace peut être utilisé sur les espaces dédiés aux piétons ou à la pratique des raquettes. Si vous aviez la possibilité de vous essayer à l'e-Trace lors de vos prochaines vacances d'hiver, seriez-vous partant pour essayer cette nouvelle approche des sports d'hiver? Dites-le moi dans les commentaires. C'est le même, on l'appelle Cassandre parce qu'il prédit sans cesse le désastre. T'en voilà enfin mon Fred. Bon, dis donc, comme tu peux le remarquer, j'ai écouté très attentivement ton émission au sujet de la hype et je suis très étonné que tu ne traites pas du sujet qui hype tout le monde en ce moment, à savoir, enfin tout le monde, tous les férus de science-fiction. Je ne parle pas de Dune, je parle de la sortie en série TV de Fondation, une œuvre qu'on attend d'être portée à l'écran depuis plus de 50 ans, voire même 60. Plusieurs projets se sont cassés les dents, des projets de long métrage, tant aussi bien pour des problèmes de coût, ou encore, et il faut le reconnaître, pour le fait que ce soit réputé intransposable à l'écran. Et oui, effectivement, c'est intransposable à l'écran. Mais vendredi dernier, Apple TV, alors oui, Apple, blabla, la marque à la pomme, nous a diffusé les 2 premiers épisodes d'une série qui doit retracer l'histoire de Fondation. De ce que j'ai entendu dire, ça sera à peu près en 80 épisodes, même si je crois que la première série ne doit en faire que 10. Et étant donné que je travaille sur certains projets qui sont liés à Fondation, eh bien j'ai eu l'opportunité de pouvoir les regarder sans être abonné. Je n'aime pas croquer dans les pommes. Et je les ai regardés avec mes enfants du coup hier soir. Et je dois avouer que j'ai pris un pied intégral.
un pied intégral. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, juste pour ceux qui ne le savent pas, je suis quand même quelqu'un d'assez versé dans les nouvelles technologies et aussi dans la science-fiction. Je pense que je suis très loin de méconnaître l'œuvre d'Isaac Asimov. Je pense même plutôt bien la connaître. D'ailleurs, je vous invite, je pense que Frédéric mettra dans cette vidéo un lien vers une que j'ai fait sur comment lire Isaac Asimov. Fondation, la saga complète, je ne parle pas des 3 livres initiaux, je ne parle pas des 5 livres que tout le monde considère comme étant Fondation, je ne parle pas des 7 livres en incluant la préquelle, je parle des 13 livres qui incluent l'univers dont certains pourraient dire qu'il est étendu alors qu'en fait c'est l'univers de Fondation. J'ai regardé cette série sans absolument aucun a priori, avec la hype, puisque c'est le sujet du jour. Avec mes gamins, on s'est posé, on a éteint les lumières, on a mis l'écran géant en route, on a fait péter les pop-corn, on a mis le truc en route, mes gamins qui ont 10 et 8 ans. On a regardé ça, et alors je dois avouer franchement que j'ai été complètement bluffé parce que aussi bien, alors déjà la photographie est superbe, la hype qu'il y avait au niveau des trailers, des bandes annonces et tout, c'est complètement respecté, la photographie est géniale, même si effectivement ça sent que c'est une série, c'est-à-dire que les décors ne sont pas aussi grandioses que si c'était un long métrage, mais ça c'est bien compréhensible. Donc photographie géniale. Et ensuite de ça, là où je suis ravi, ravi. Alors, c'est que tout simplement, ça n'est pas une copie des livres. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que clairement, la série se passe au début de Fondation, mais avec des éléments qui viennent de Prélude à Fondation, l'aube des fondations, mais aussi Fondation Empire, Seconde Fondation, Fondation Foudroyée, Terre et Fondation. Écoutez, moi je trouve que c'est très 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 bien fait. Je ne peux que vous inciter à aller regarder ces épisodes. Dans tous les cas, j'ai vu les 2 premiers. Vraiment, moi, la hype, alors là, pour le coup, en général, ça se dégonfle, vous savez, comme un soufflet. On descend, oh merde, toute cette attente pour ça. Et en fait, moi, je trouve ça super bien fait et très intelligemment fait. Quoi dire d'autre? Les personnages, bien sûr, les personnages sont différents dans les livres. Bien sûr, l'intrigue est un petit peu différente, les événements sont un peu différents, mais c'est des bouquins qui ont été écrits dans les années 40, 50, 60. Si on voulait respecter les livres, à ce moment-là, il faudrait que les ordinateurs fonctionnent avec des cartes perforées, comme décrit dans les livres. Donc évidemment qu'il y a une adaptation. Le casting, je suis pas du tout cinéphile, hein. Le casting, je connais pas spécialement les acteurs qui jouent dedans, ni leur pédigré. Je trouve cependant qu'ils jouent extrêmement bien. On y retrouve Gaal Dornick, par un interprète qui est parfaitement à la hauteur de ce qu'est Gaal Dornick. On y retrouve un Harry Seldon. Alors, bon, moi, depuis que j'ai lu Fondation, la première fois que j'ai vu, c'était il y a 30 ans. J'ai toujours rêvé que ce soit Morgan Freeman dans le rôle de Harry Seldon. Bon, c'est pas Morgan Freeman, mais c'est pas grave, l'acteur joue parfaitement le rôle. L'empereur, je le trouve ultra charismatique. Salvor Hardin aussi, même s'il apparaît que peu au début. J'ai la hype, voilà, donc désolé de t'avoir interrompu Fred, d'ailleurs c'est pas moi qui t'ai interrompu puisque c'est toi qui passes ton temps à te connecter sur mon ordinateur, mais je tenais à préciser que en cette semaine où tu traites du sujet de la hype et de la sortie de Fondation, c'était le bon moment pour en parler. Bref, moi, en tant que fan absolu d'Isaac Asimov, je vous le conseille, foncez-y. Et ne le regardez pas en vous disant que vous allez avoir les images du livre, regardez-le comme une adaptation actuelle d'un bouquin qui a presque 3/4 de siècle et qui est à la base de la science-fiction moderne. Ne l'oubliez pas, sans Fondation, synthétiquement, Dune, Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, ainsi de suite. Je dis pas qu'ils n'auraient pas existé, mais ils auraient été clairement différents parce que c'est Fondation qui a donné le ton du space opéra. Je te dérange pas plus longtemps, mon pote Fred, et puis je te dis à bientôt. Et puis sur ce, bonne fin d'émission. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!